Donc, merci Didier. Cette fois, je vais très peu parler aussi. L'idée, c'est juste de rappeler qu'on est sur une table ronde sur les réalités en jeu de la formation professionnelle continue, et nous allons parler de formation, d'appui conseil, mais aussi des leviers ou freins. J'espère que ce seront des leviers en parlant de financement. Nous avons la chance d'avoir 3 représentants de structures qui accompagnent et forment, dont un qui nous parlera aussi de son expérience, c'est à ma gauche, d'accompagner, donc et dans l'accompagnement et d'accompagner. Et puis, on va démarrer avec Candice Boulanger qui va nous expliquer déjà ce qu'est l'AFDAS, et après on rebondira. On va essayer de faire des interviews un peu croisées pour que ça soit un peu dynamique, on va essayer en tout cas. Bonjour à tous, je vois, ça a l'air de fonctionner, super. Donc effectivement, je suis Candice Boulanger, donc conseillère déléguée aux branches professionnelles du sport et du golf, puisque ce sont 2 conventions collectives à l'AFDAS, donc ce sont 2 champs séparés. Mais l'AFDAS, c'est quoi? C'est l'opérateur de compétences pour 31 branches professionnelles, entre autres le tourisme, la culture, les industries créatives, et forcément du coup le sport, avec des grandes missions qui nous sont en fait confiées par les services de l'État, des missions régaliennes. On a notamment la promotion, le développement de l'alternance, le développement et l'accès à la formation, et aussi l'accompagnement aux transitions, dont la transition écologique. Et on a également l'accompagnement en fait l'accompagnement qu'on appelle technique à nos branches, un accompagnement technique en fait qui peut se traduire en 2 grands axes, on va dire un accompagnement de proximité, puisque l'AFDAS est répartie en délégations régionales, donc sur les territoires, pour accompagner les projets, les besoins des structures, en lien avec l'emploi, le développement des compétences, donc la mise en place et les financements, parce que c'est une question effectivement qui revient aussi souvent, le financement, avec le plan de développement des compétences, forcément l'alternance, les contrats d'apprentissage notamment, ou aussi les POEC, je ne sais pas si ça vous parle, les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi collective, pour donner accès à des emplois et à des diplômes qui sont un peu moins recherchés aujourd'hui. En tout cas, l'objectif de cet accompagnement sur le territoire, c'est de répondre à ces enjeux et ces besoins territorialisés. Et on a un accompagnement du coup technique, c'est le 2e axe auprès des branches, qui peut se traduire de plusieurs sortes. On va avoir l'accompagnement aux certifications, et en ce sens, en quelques exemples, on a l'accompagnement auprès de la branche du sport sur la certification socio-sport, mais aussi un exemple encore plus intéressant peut-être qui est le certificat de spécialisation de jardinier de golf qui existe aujourd'hui, mais qui est en train d'être repensé avec l'appui de la branche du golf et nos services pour y intégrer une coloration éco-responsable. On a aussi un grand volet aussi de nos missions, c'est d'accompagner les branches sur l'observation des métiers, des compétences et des mutations. Pour vous en citer 2, c'est intéressant aujourd'hui, c'est le panorama national de l'insertion professionnelle qui a eu lieu en 2021, mais qui sera certainement remis au goût du jour dans les prochains temps. Et une étude dont on a parlé sur la table ronde précédente, sur l'impact social, sociétal et économique du sport. Si je devais vous donner un chiffre, parce que je me le suis noté, un chiffre, après je m'arrête là peut-être, un chiffre, ça va être le coût évité de la pratique sportive. Qui est de 1 € investi dans le sport, génère une économie directe ou indirecte d'au minimum 13 €. Et ça, c'est important à avoir en tête. Le sport, c'est un vecteur, un catalyseur de grandes mutations, et c'est important de l'avoir en tête. Je vous invite d'ailleurs, l'étude est disponible sur le site des observatoires de l'AFDAS, à aller la consulter parce qu'elle est très importante, et elle met en perspective beaucoup de changements à apporter et à accompagner. Et du coup, on a une offre de services liée à ça aussi. Pourquoi des études auprès de nos branches? Ça permet d'accompagner les branches dans leur politique emploi-formation. Et nous-mêmes, après, ça nous nourrit derrière pour développer notre offre de services à destination des structures qui sont adhérentes de l'AFDAS dans nos différents secteurs. Et donc, du coup, une offre de services sur ces sujets en 3 briques.
la sensibilisation, puisqu'on propose des courtes vidéos, voilà, pour commencer à sensibiliser nos structures, mais aussi un autodiagnostic RSE notamment, qui est aujourd'hui obligatoire et important pour situer et savoir où en sont les structures avant même de pouvoir leur proposer les deux autres briques qui sont de la formation, avec un catalogue dédié où on a certains de nos prestataires qui sont dessus pour pouvoir, voilà, j'en cite une parce qu'il me vient en tête les achats responsables par exemple, mais pas que. Et la troisième brique à cette offre de service, ça va être l'accompagnement. Et l'accompagnement qu'on a avec des prestataires qui sont référencés et dont Marie-Liesse notamment, accompagnement aux structures en tout cas sur le changement et je laisse peut-être la main, ça fait un petit relais. Justement, c'était exactement, merci, tu vas prendre mon rôle et ça me va très bien. Du coup, effectivement, Marie-Liesse, hein, en tant que pour l'IPAMA, tu es référencée. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous donner des exemples de formation à appui conseil? Merci beaucoup. Décidément, il faut que les micros m'en veulent. C'est vert, c'est pas vert. Vous m'entendez? Voilà. Donc, merci beaucoup, Karine. Donc, je prends le relais. Donc, effectivement, moi, je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle IPAMA, dont voilà, certains, on s'est vu en atelier hier. Je vais juste faire très court. On accompagne les acteurs du sport, de la culture, de l'événementiel et du tourisme dans leur transition écologique et solidaire. Et au sein de l'équipe d'IPAMA, moi, je pilote l'organisme de formation, certifié Calliope et tout. Voilà. Et effectivement, on a un partenaire de l'AFDAS. On met en œuvre un certain nombre des formations qu'ils ont dans leur catalogue clé en main. Donc, effectivement, achat responsable, fondamentaux de la RSE, des choses sur le dérèglement climatique ou autre. Et on accompagne aussi les acteurs de ces filières, et donc notamment pour vous aujourd'hui du sport, à travers des appuis conseils RSE, qui sont un dispositif, je le dis hein, vraiment, sur lequel l'AFDAS est un OPCO très en avance, qui permet d'accompagner au format conseil, sans que ça pèse sur le budget formation de vos organisations. C'est pas à la place d'une formation, c'est en complément. Donc c'est 5 jours de conseil avec une phase de diagnostic où effectivement l'autodiagnostic de l'AFDAS est un préalable pour s'engager, pour vérifier que c'est pertinent d'engager un tel accompagnement. Une phase de diagnostic, une phase de construction, d'évaluation des enjeux et de construction du plan d'action, puis une phase de suivi d'accompagnement de la mise en œuvre. Voilà, ça c'est effectivement un outil assez percutant parce que c'est l'occasion, pour revenir au sujet de la formation, c'est une occasion de former quelque part à travers tout ce qu'on apprend et ce qu'on partage dans ces accompagnements les publics avec lesquels on travaille, de les acculturer au sujet lié à la RSE, mais tout en les mettant en action. Et on a beaucoup parlé tout à l'heure de la difficulté parfois de passer de la formation, du savoir au faire, à agir. Et ben, c'est un outil, je trouve, qui est particulièrement pertinent. Voilà. Alors, tu voulais donner l'exemple de 5 ligues sportives en Occitanie, non? Oui, effectivement, on a depuis pendant une quinzaine de mois accompagné 5 ligues sportives en Occitanie, donc rugby, foot, handball, basket et tennis, qui ont, à travers l'AFDAS, décidé de faire un appui conseil là, qui est collectif. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 jours chacun, ils avaient 4 jours chacun et ils avaient 3 jours tous ensemble. Et ça leur a permis à la fois de travailler sur leur plan de stratégie RSE individuelle, pour leurs propres organisations, mais également de travailler ensemble à ce qu'ils pouvaient mutualiser et ce qu'ils pouvaient faire ensemble, quoi. Et ça débouche là maintenant sur des actions de formation collective sur les achats responsables. Décidément, ça sera le mot là, pour cet atelier, et pour cette table ronde, pardon. Et également sur, en attendant les crédits de la Dragès et tout ça, ça a l'air d'être bien embarqué sur, non, ça a quand même l'air d'être pas trop mal embarqué, sur, a priori, la création d'un poste qui va les aider à continuer de travailler ensemble et d'approfondir sur ces sujets, voilà, mais ensemble. Voilà. Merci. Et alors, je vais passer la parole à Thibaut Fink, c'est comme ça qu'on prononce ou c'est pas bien? Fink, alors, à Thibaut, qui va déjà nous présenter le DALIR, ça aussi, c'est un acronyme à expliquer, et puis après, l'expérience qu'il y a eu avec l'IPAMA grâce à l'AFDAS. Merci. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout ou qui resteront jusqu'au bout.
Je vais essayer de faire synthétique pour qu'on... Voilà. Alors, je vais gagner une question déjà. L'acronyme DALIR, c'est le dispositif d'accompagnement du handicap vers les loisirs intégrés et réguliers. C'est une association loi 1901 qui est née il y a quelques années, qui est née en 2012 sur un territoire qui n'est pas très loin, qui s'appelle la Haute-Loire, et qui aujourd'hui est sur plusieurs départements, mais je vais vous le détailler. Notre objet, c'est l'inclusion dans les loisirs, dans la pratique de loisirs réguliers des publics jeunes, alors enfants, pardon, jeunes et adultes qui sont plutôt éloignés des pratiques par des problématiques qui sont des problématiques essentiellement sociales. Nos missions, elles sont simples, c'est l'accompagnement et la remobilisation de ces publics au travers de la pratique des loisirs, dans les clubs, dans les associations, dans les structures ordinaires, et également notre implication dans les dynamiques locales, dynamiques des collectivités, dynamiques des départements, etc. En 2012, du coup, ce que je disais, en 2012, c'était 0 salarié, 10 000 euros de budget. En 2025, c'est 72 salariés ceux qui sont sur 11 départements, essentiellement l'Auvergne-Rhône-Alpes et le PACA, la région PACA, Gap et Marseille, pour citer les deux endroits où on est présent. Et du coup, alors pourquoi l'objet de la formation, c'est qu'en fait, c'est une prise de conscience de se dire que nous, en tant que dirigeants ou en tant que co-dirigeants d'une association, à un moment donné, sur cette croissance, on a cet impact sociétal qui est dans notre ADN, mais à un moment donné, il faut qu'on en fasse un peu plus, et puis il faut qu'on fasse des choses parce que notre éco-responsabilité est essentielle maintenant. Et ensuite, il y a eu la rencontre d'IPAMA. Mais avant ça, il y a eu effectivement cette prise de conscience. Il y a des petites initiatives qui étaient des initiatives de salariés, de nos équipes. Jean Renaud qui nous a appris à faire des éponges en tissu parce que c'était sympa pour la maison. Anaïs qui apprenait à faire un potager quand on n'a pas de jardin, etc., etc. Et puis la volonté des équipes aussi d'avoir un peu plus de mobilité douce, notamment dans nos déplacements et dans notre croissance. Voilà, et le choix du coup s'est orienté, je sais pas si je le raconte maintenant, mais ouais, bon, ok. Le choix s'est orienté d'aller vers de la formation. Alors c'est souvent qu'on axe nos travaux vers de la formation et de la prise de conscience collective auprès de nos équipes. Alors ça a été IPAMA, ça aurait pu être un autre OF, il n'y a pas de souci, je fais pas de pub du coup, pas du tout. Ce sera bientôt aussi d'ailleurs, je le glisse maintenant, mais Institut Transition, puisqu'on a inscrit 2 personnes sur... Voilà. Et ce sera les autres après s'il y en a d'autres dans la salle. Avec l'idée de départ qui était toute simple, c'était de se dire on va trouver 12 participants, 12 volontaires parmi nos équipes pour aller sur le sujet de la RSE. On prend les plus impliqués, les plus volontaires, on prend Jean Renaud avec ses éponges, etc. et ça va bien marcher. Et puis finalement, on s'est dit, il y en a une qui connaît Jean Renaud dans la salle, il ne faudra pas trop lui dire que du coup je l'ai cité 2 fois. Du coup finalement, on a dit, non, en fait on va essayer d'infuser ça différemment. On va inclure les managers et les personnes qui dirigent les différents pôles, et puis on va inclure aussi les responsables de projet, qui sont ceux qui font démarrer et émerger les projets sur les différents territoires. Et puis IPAMA, Marie-Liesse nous dit non mais direction générale, il faut que vous soyez là aussi. Bon allons-y, on y va, on se met tous en formation, 12 participants. Avec une volonté d'avoir des objectifs immédiats, comme par exemple du coup mettre en commun ce qu'on met derrière la RSE, derrière nos pratiques personnelles, etc. Et puis voir un peu ce qu'on peut en faire au niveau de l'implication dans l'association. Et puis aussi un objectif que je leur ai pas trop dit, mais au travers de la RSE, avoir un objectif rassembleur en fait, de se rassembler autour d'une cause un peu commune. Et puis voilà, le discours de tout à l'heure, c'était Maxime, du pôle sport nature, mais je le vois pas, il est reparti. Voilà, avec un côté rassembleur autour d'un sujet qui, qu'on soit jeune ou moins jeune, peut rassembler et donne envie de se poser quelques jours sur ça. La deuxième intention, l'ambition, c'était de se dire, où est-ce qu'on en est des 3 piliers de la RSE, et puis où est-ce qu'on a envie d'aller concrètement, tout de suite, un peu plus tard ou bientôt.
Et puis, une finalité, c'était de dégager un premier plan d'action, pas du tout ambitieux, où on ne voulait pas du tout communiquer. On était déjà parti dans l'idée qu'on ne voulait pas aller chercher de labels, d'ISO, quoi que ce soit, parce que ce n'est pas dans notre manière de voir les choses. On ne veut pas s'en servir de vitrine dans nos actions, etc. Enfin, c'est vraiment faire des choses de fond, simples et durables, et puis que ça s'installe dans la durée. Et voilà, du coup, la formation s'est mise en place. Je passe les détails des outils, de tout ce qu'on a fait. C'était top, c'était intéressant. Et je remercie Laetitia, qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait être là, que j'aurais été heureux de revoir, mais qui a fait tout ça. Pour finir, et j'arrête, du coup, l'impact pour nous, oui, alors au-delà de mesurer un petit peu le fait qu'on a pointé, je crois, une vingtaine de possibilités ou de choses qu'on pourrait mettre en place de manière durable, et évidemment de pas tout faire tout de suite, on a choisi dans notre plan d'action 3 axes. Un premier axe, c'était d'impliquer l'ensemble des équipes, donc ces 12 personnes qui ont vécu des choses pendant plusieurs jours et entre les sessions, puisqu'on l'a fait en plusieurs fois. C'était d'infuser, c'était de sensibiliser, c'était d'aller à la rencontre des équipes pour qu'il y ait des petites choses qui se passent au quotidien sur nos responsabilités et notre éco-responsabilité. C'était de mener une réflexion un peu plus approfondie, parce que quand on est en croissance, on achète plein d'informatique, on change de serveur, on achète des nuits d'hôtel, etc. Et c'était d'avoir une vraie réflexion sur notre manière d'acheter. Alors je suis directement impacté parce que c'est les équipes administratives qui font ça, et c'était de les sensibiliser au fait que bah ouais, la recherche sur Booking c'est facile, mais c'est un peu gênant par moment, etc. Est-ce qu'on peut pas faire différemment, aussi vite et un peu mieux? L'achat du matériel informatique, est-ce qu'on le change tout de suite, est-ce que voilà, etc., etc. Et puis le dernier sujet, ça a été aussi de se dire comment on peut impliquer nos parties prenantes, donc les clubs avec lesquels on travaille, les collectivités, les institutionnels, et puis on l'a entendu tout à l'heure aussi, comment nous, dans les réponses aux appels à projets qu'on fait tous les jours, comment on inclut la RSE dans tout ça. Voilà. J'arrête là-dessus. Non, mais juste la question, est-ce que du coup, quand on forme 12 personnes, on arrive à en toucher 70 après, puisque après je vais passer le relais. Alors là, dans le calendrier, on se situe à l'été 2024, à peu près. Je vais être honnête, on n'est pas à 72, on n'a pas réussi à convaincre 72 personnes. Pour le coup, il y a de plus en plus d'initiatives là, et des petites choses, mais qui sont tout petites. Mais moi, j'observe et je force pas, en fait, parce que du coup, c'est pas du tout notre manière de voir les choses, mais on a des toutes petites initiatives qui se mettent en place. Ici, on nous a demandé, enfin ici, l'équipe de Villeurbanne nous a demandé, est-ce qu'on pourrait pas investir dans une petite poubelle de tri sélectif, parce qu'à Villeurbanne, on a nos trucs, enfin, il y a du tri, voilà. Et à la pause déjeuner, c'est vrai que voilà. On a quoi, voilà, grosso modo, un exemple parmi d'autres, mais des petites initiatives qui font que tiens, du coup ça a un peu résonné, il y a des choses, c'est des petites choses, on n'ambitionne pas de faire plus, mais en tout cas voilà. Et puis après il y a des choses un peu plus grosses où on nous a demandé de nous impliquer, mais ça je te laisserai continuer sur ça, mais sur des appuis conseils auprès des clubs où en fait sans le vouloir, en fait on va faire auprès de ces clubs de la RSE, voilà, on y reviendra. Ouais. Merci. Alors justement, je voulais passer le relais à mon voisin, à Martin Durigneux, d'abord pour qu'il présente sa structure, comme pour tous, et ensuite qu'il nous explique ce parti pris aussi, je crois que c'est le vôtre, de former un certain nombre de personnes pour avoir une résonance plus importante derrière. Tout à fait, merci. Alors moi je suis un petit peu décalé effectivement parce qu'on a moins d'expérience dans le sport. Mais beaucoup en éducation populaire. Et beaucoup plus en éducation populaire. Et que du coup, ça m'intéresse bien de voir aussi toutes les dynamiques et toutes les interrogations qui se posent dans ce monde en particulier. Alors moi, du coup, je suis Martin Durigneux, je suis le cofondateur d'une association qui s'appelle Antiela, que je préside aujourd'hui, qui est une association lyonnaise, et d'un institut de formation qui est issu de cette association, qui s'appelle Institut Transition, et pour lequel je suis un des coordinateurs généraux. Antiela, sa vocation, elle est d'accompagner les personnes à développer leur pouvoir d'agir pour agir en faveur d'une société écologique et solidaire. Ça passe par 3 axes. Accompagner les personnes à monter des associations ou des initiatives entrepreneuriales écolo et solidaires dans une pépinière. Accompagner les personnes à s'engager bénévolement dans des assos qui portent
des engagements d'écologie et de solidarité dans une démarche qu'on appelle envie d'agir, et accompagner les personnes à agir auprès de leurs amis, de leurs voisins, de leurs collègues, dans des clubs sportifs, dans des associations de quartier, pour semer des graines de transition écologique, donc pour mener les actions de Jean-Jérôme, comment tu as appelé celui Jean Renaud. Jean Renaud, ouais. Qui typiquement est un ambassadeur du changement en puissance. Dans cette démarche des ambassadeurs, ambassadrices du changement, on va accompagner des personnes à essayer de faire bouger les lignes partout où ils peuvent les faire bouger. Donc ça va de leur lieu de travail, à leur club sportif, à leur association de parents d'élèves, etc. etc. C'est ces personnes-là qui décident où elles vont agir. C'est de là aussi qu'on tire un certain nombre des expériences et expertises que je pourrais partager à des moments, sachant que la plupart des gens agissent d'abord sur leur lieu de travail, ensuite dans des lieux de convivialité, en particulier les associations de parents d'élèves et les associations sportives, culturelles, etc., qui sont des lieux où ils partagent pas mal avec des personnes qui leur ressemblent, qui vivent des choses en commun et sur lesquelles ils se sentent autorisés aussi à leur parler d'écologie, beaucoup plus par exemple que dans leur immeuble, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, le plus difficile, c'est son immeuble et le repas de famille où on doit parler avec ses parents d'écologie. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus engageant en fait que d'en parler avec ses collègues avec qui on partage plein de choses au quotidien en termes de pratiques professionnelles ou de valeurs professionnelles. Et en fait, dans ce terreau d'Annecy-là, on était confronté à une problématique qui était les personnes en évolution professionnelle qui avaient envie de basculer et de travailler réellement, pleinement, dans des missions et des métiers engagés face aux urgences écologiques et sociales, et qui ne trouvaient pas tellement de débouchés comme ça en candidatant, ou de formations qui leur correspondaient, puisqu'ils avaient en moyenne d'âge 40, 45 ans, 30 ans, 35 ans, ça dépendait un peu des personnes, mais la moyenne d'âge chez nous est de 40 ans. Et que du coup, ils nous disaient, bah voilà, on aurait besoin d'être accompagnés pour mettre nos compétences au service de la transition écologique et des solidarités, mais on ne voit pas comment. Et c'est là qu'on a créé cet institut, d'abord, pour créer un programme qui s'appelle Nouvelle Voie, pour accompagner sur un an des personnes à basculer de métiers et missions qu'ils avaient dans leur vie professionnelle précédente à des métiers et missions marqués écologie et solidarité davantage, sachant qu'ils ne changent pas forcément radicalement de métier. Vous pourrez demander potentiellement à des personnes qui évoluent si elles sont toutes devenues agriculteurs ou agricultrices dans le Larzac. Pas toujours le cas. Elles peuvent simplement, par exemple, être à la com et mettre leurs compétences de com au service d'associations ou d'entreprises écolo et solidaires. Donc c'est beaucoup de profils comme ça qu'on a. Donc Laurent, ici présent, pourra témoigner potentiellement de comment, en partant du monde du sport et de l'événementiel, il va mettre ses compétences au service de la transition écologique sans perdre les compétences métiers qu'il avait au départ. Ce qu'on a beaucoup plus des métiers de couteau suisse que nous on appelle couteau suisse, qui ont en fait un peu l'habitude d'être chef de projet, coordinateur, coordinatrice, etc. Donc de là, en fait, on a fondé cet institut, et comme il s'appelle Institut de Transition, bah, en fait, on a très tôt eu des structures qui sont venues nous contacter en disant « Ah, bah, vous devez nous accompagner sur notre transition écologique ». Alors on avait une petite partie qui le disait sur notre site, et dès la première année, on a accompagné FACE Grand Lyon, donc Fondation Agir contre l'exclusion Grand Lyon, sur un événement, pour qu'il soit un événement sportif, pour qu'il soit éco-responsable. Et comme ça, de fil en aiguille, on a régulièrement été interpellés par des associations d'action sociale, de culture, à les accompagner dans la mise en œuvre d'actions écolo. Et effectivement, notre parti pris dans notre structure issue d'Annecy-là, c'est de se dire, nous, on va former et accompagner les 12, entre guillemets, qui sont motivés, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de mener le changement dans leur structure, et on va leur donner des billes pour réussir à ce que ça marche. Et on est aussi sur des approches où c'est des pratiques de formation et d'accompagnement formatif, parce que notre point de vue et notre expérience, c'est que si on fait une formation d'une journée, derrière, pour embrayer, c'est très difficile parce que les questions de transition écologique sont très concrètes, sont très pratiques, posent plein de problématiques de ça n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a bloqué, et qu'en fait, dans une pratique d'accompagnement sur 1 an ou sur 8 mois, bah, en fait, on a la possibilité d'avoir des retours terrain et de travailler avec cette matière pour aider les personnes à décliquer tous les endroits où il faut que ça déclique pour que ça marche, parce que ce n'est pas des grandes idées, la transition écologique. Il y a des grandes idées naturellement derrière, elles sont affichées quand on monte l'escalier sur les espèces en danger par exemple. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à convaincre le jardinier de changer telle pratique, qu'on arrive à convaincre le cuisinier ou la cuisinière de changer telle pratique, ça passe par des choses très concrètes et très on va dire, parfois imperceptibles dans des grands discours. Et c'est des choses sur lesquelles en accompagnement on peut travailler. À côté, et c'est là qu'effectivement il y a des personnes de Dalière qui sont inscrites il y a quelques jours, on a un autre dispositif qui est la formation professionnelle sur des compétences très classiques, management, réponse à appel à projet, communication mobilisatrice, dans un dispositif qu'on appelle boîte à outils, mais
mais qui nous intéresse moins aujourd'hui. Là, le cœur d'expérience, pour nous, c'est cette expérience autour de ce qu'on appelle transition tout-terrain, mener la transition dans les structures d'action sociale, action culturelle, sport, sachant que nous, on est très humble dessus, c'est qu'on nous sollicite. Là, on commence à créer vraiment un groupe de travail, donc je suis très content d'être là, parce que du coup, je compte prendre des contacts aussi pour échanger sur comment c'est fait par des partenaires et pouvoir aussi prescrire ces partenaires, parce que pour l'instant, autant sur boîte à outils et Nouvelle Voie, on a une expérience solide, autant sur transition tout-terrain, on répond quand on nous demande, on expérimente avec les structures, la Banque Alimentaire, l'ADAPI par exemple, qui sont deux partenaires avec lesquels on accompagne, mais ça reste encore du champ de l'artisanat. Donc on a plein d'idées qu'on a tirées d'Antiela et des ambassadeurs, ambassadrices du changement, et de nos expériences qui ont plus de 15 ans d'expérience dans ce monde-là, mais qui sont encore très à éprouver sur justement les 12, enfin la question que tu posais Karine est tout à fait celle à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui, et ces 12 personnes, est-ce qu'elles y arrivent? J'espère. On en a besoin, mais je ne peux pas dire oui avec un grand sourire, avec beaucoup de certitude. Il faudra qu'on en reparle plus tard, mais pas aujourd'hui. Thibaut, comme promis, toi, non, par rapport à l'appui conseil que vous faites, avec notamment un dispositif sur les clubs engagés, je crois que c'est important d'en parler. Je donnerai le ballon à Candice, mais je l'avais prévenu. Parce que je suis pas à l'aise sur le... Enfin, je suis pas à l'aise. C'est pas moi qui maîtrise le mieux le sujet sur l'association d'Alire. Mais du coup, il y a un dispositif national de France Travail qui s'appelle les clubs sportifs engagés. Et à côté de ça, il y a l'AFDAS, le Cosmos, qui a mené une expérimentation et qui mène une expérimentation, puisque ça reste à l'état pour l'instant d'expérimentation, on verra si ça peut s'inscrire dans la durée, de l'accompagnement des clubs. Donc c'est des clubs qui se sont définis comme clubs sportifs engagés et qui peuvent participer à des actions typiquement emploi dans le stade, ou du stade vers l'emploi, pardon, des choses comme ça. Et à côté de ça, ils pouvaient, dans certains cas, sur certains départements, bénéficier d'un accompagnement sur lequel nous on s'est inscrit du coup de l'autre côté l'autre côté du modèle en tant que structure amenant, je ne vais pas l'appeler formation parce que c'est pas le cas, mais plutôt de la sensibilisation ou de l'aide à la transition et à la transformation avec un axe qui n'était pas la RSE au départ, hein, avec un axe plutôt tourné sur la construction du club de demain, avec l'idée que comment remobiliser les adhérents, remobiliser les bénévoles, la jeunesse, la moins jeunesse, etc. Et tout un accompagnement qui, sur plusieurs jours, qui a abouti, et c'est juste là où je voulais en venir avant de te laisser compléter, puisque Anaïs m'avait précisé ça dans le propos, c'est qu'en fait les clubs, quand on va les voir, et c'est de l'accompagnement de proximité, comme disait Martin, alors le changement de l'objet associatif, des statuts associatifs, pour le coup, c'est plutôt, c'est pas que c'est facile à faire, mais l'engagement est possible. Après, s'engager plus durablement dans un changement, il découvre que ça crée plein de choses à côté. Et les deux exemples que j'ai, c'est un club de foot qui souhaitait s'impliquer dans la féminisation. Bon, ça a le vent en poupe hein, depuis des années, et tant mieux, et voilà. Sauf qu'ils ont découvert au travers de cet accompagnement-là, en se disant, ben voilà, maintenant localement, on va s'inspirer de ça un peu mieux, parce qu'ils n'avaient pas de vestiaire spécifique, voilà, et que du coup, tout cet engagement, voilà, les amène à repenser un peu leur modèle, leur organisation, etc. Et puis on a également un club de tennis de table, comme ça je fais un petit tip pour la vice-présidente de la fédération et le président. On accompagne un club de tennis de table qui est en grande ruralité. Ce que j'appelle grande ruralité chez nous, c'est des montagnes, de la verdure, des animaux, pas de grandes routes, etc., pas d'autoroute, niveau train et la galère, et qui essaye de s'inscrire dans un modèle compétitif dynamique, assez important. Et pour le coup, ils sont en train de mener ou de s'impliquer dans tout ce qui est mobilité en fait, et de se rendre compte, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, de se rendre compte que aujourd'hui on est club compétition et on fait attention à tout ça. Il y a la maître du temps. Elle est avec nous là. On a changé de rôle là. On a changé de rôle. Je cherche un appui juste.
Donc Oui, maintenant, la passe décisive. C'est ça, je rebondis un peu là-dessus. Il y a un point commun, en tout cas, depuis tout à l'heure, on parle du dispositif d'appui conseil. Il faut savoir qu'à l'AFDAS, c'est une offre de service qui est déclinée effectivement sur les RSE. On a sur de l'expérimentation Rebondir. Initialement, c'était mis en place Rebondir suite à la crise Covid, mais on l'a adapté, on l'adapte à certaines situations. Mais on a d'autres déclinaisons de ce dispositif, l'égalité professionnelle, l'inclusion, le handicap. Donc on le décline vraiment sur les sujets sociétaux aujourd'hui importants pour nos structures et pour accompagner justement la structuralisation, la professionnalisation. Je vais me faire l'avocat du diable, je fais peut-être un petit lien sur la fin. On est dans un contexte budgétaire aussi aujourd'hui. Merci pour la transition. C'est pas mal, je l'ai fait bien, c'est pas mal. Il faut quand même le dire, oui, on est dans un contexte budgétaire aujourd'hui qui est contraint. Nous-mêmes, ça nous contraint du coup à recentrer et encore mieux accompagner de manière individualisée nos structures sur ces projets-là. C'est sûr que ça nous contraint aussi du coup à développer en tout cas des manières de faire et des outils pour mieux répondre aux défis de demain. Mais il faut penser que tout ça derrière, forcément, ça a un coût. On accompagne les structures. Il faut savoir que ce dispositif d'appui conseil aujourd'hui, pour les structures de moins de 50, qui est nous, notre grand champ, en tout cas là où on accompagne le plus de structures, c'est un dispositif 100% financé. Voilà. Demain, je ne peux pas vous répondre parce que c'est compliqué, mais effectivement, un des freins aujourd'hui, ça va être le financement, mais on est toujours là dans l'accompagnement, que ce soit la plus petite structure qui n'est même pas primo-employeur, qui n'est pas employeur, à des grands clubs professionnels également qui sont dans notre champ d'intervention. Merci Marie-Liesse. Oui, en t'écoutant Candice, merci Karine. En t'écoutant Candice, moi je me disais aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'acteurs du sport qui ont participé à ces 2 journées. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes adhérents à l'AFDAS, donc c'est votre OPCO de référence. Sinon, c'est le moment, faut le faire. Oui, c'est clair. En fait, vous avez un référent AFDAS, c'est-à-dire quelqu'un qui est dédié à suivre votre organisation. Je vous invite vraiment à le contacter pour trouver des solutions pour vous accompagner, parce qu'en fait, tout ce qu'on vous montre à travers cette journée et demie, hier, aujourd'hui, c'est que la formation, c'est un formidable outil au service de la transition écologique et solidaire, quoi. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on a tous accès dans nos différentes entreprises, associations, organisations, à des fonds auprès de nos OPCO. Alors nous, on est un cabinet de conseil, on est chez un autre OPCO, Atlas, mais bon, peu importe, on a tous accès. Et ben pourquoi pas mettre son plan de développement des compétences au service de la transition écologique et solidaire en orientant les formations. Alors je sais qu'il y a des formations obligatoires et ça, je ne suis pas naïve, mais en orientant autant que possible les formations qu'on peut sur ces thématiques-là, d'autant que, comme l'a dit Candice, ce sont des thématiques auprès des OPCO qui sont prioritaires. Donc vous allez être soutenus. Et vraiment, contactez votre référent RSE, votre référent AFDAS, parce qu'il pourra vous orienter, voir avec vous si c'est l'appui conseil, si c'est tel dispositif de formation, s'il y a encore du FNE. Bon, là, en ce moment, c'est mort, mais bon, bref. Non, mais voilà. En tout cas, si c'est pas du FNE, il y a des fonds sociaux européens. Enfin, il y a d'autres dispositifs. Ça, c'est compliqué, nous tous, de les connaître. Moi, quelquefois, on m'interroge. Moi, je demander à votre référent AFDAS. Je suis perdue. Mais voilà, franchement, c'est un super... voilà. C'est vraiment un partenaire très important et voilà, ils sont à l'écoute, quoi. Alors, j'ai une toute dernière question, Candice, avant de laisser les questions à la salle. Bah oui. Parce que là, on a parlé financement. On a parlé d'abord de ce que tout ce qu'on pouvait faire, des financements. On a parlé aussi de structures référencées. Ici, il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient faire des appuis conseils et autres. Comment ça se passe pour les référencements? Est-ce que c'est ouvert, pas ouvert? Justement, de part aussi la contrainte budgétaire, et je le précisais tout à l'heure, mais il y a une première étape, si vous allez vous êtes intéressé pour faire un appui conseil, de toute façon, côté RSE, il y a une étape obligatoire qui est l'autodiagnostic. Ça, forcément, aujourd'hui, c'est contraint pour pouvoir potentiellement accéder à ce dispositif-là. Et tu as très bien fait le relais, effectivement. Avant tout, si vous n'êtes pas adhérent, vous le faites avec grand plaisir, bien évidemment. Mais derrière, vous avez un conseiller qui vous est attribué en région selon là où le siège social de votre structure est implanté, pardon. Et derrière, c'est de prendre contact. Vous avez un espace qui vous est créé sur notre site et vous avez votre demande de prise en charge, de contact, etc. Alors, j'ai mal posé ma question. Ah, mal, ouais, bon, d'accord. Pardon. Non, mais ça, je crois que c'est cohérent.
Mais ce que vous avez dit. effectivement, c'est si des organismes veulent faire des appuis conseils pour des structures. Oui, alors là, on est pareil, c'est la même chose en fait. On est dans le principe des marchés publics, mais on est dans le principe d'après des marchés publics, donc appel d'offres, etc. Très contraint aussi. Et je vous invite, ça, c'est suivre la plateforme des marchés publics pour suivre un peu les marchés qui s'ouvrent pour que les prestataires puissent, oui ou non, y répondre. Merci. Du coup. Maintenant, la parole est à la salle. On a essayé de garder un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en a ou vous êtes là trop fatigués de la journée? On les a perdus. Les derniers qui ont résisté. Non, pas de questions, c'était tellement clair. C'est bien, comme ça, on va libérer tout le monde plus tôt. C'est qui derrière? C'est Didier. Alors, mais même Didier n'est plus là. Didier? Alors Didier, il nous a mis la pression pour qu'on termine dans les temps. Mais Didier, si tu nous entends, c'est ton tour. Didier est peut-être parti aussi. Il a rendu les clés. Du coup, non, mais du coup, on va. Du coup, alors je vous laisse rebondir. Non, mais du coup, si on a fini, peut-être on peut assurer la transition. Du coup, je te laisse finir et clôturer le. Voilà. Oui, je pense que nous, on va. Plus de questions, plus de regrets. Donc, nous, on va laisser la parole à Didier, après avoir remercié pour ma part tous les intervenants qui, je crois, ont donné des infos complètes. Et merci à vous d'être restés aussi pour écouter jusqu'au bout. Merci. La question arrive maintenant. Elle voulait les applaudissements, Ophélie, c'est pour ça. Je prends la place des élus du coup. Je crois pas que vous avez parlé de la formation des bénévoles et pourtant il me semble que certains de vos dispositifs y sont ouverts, notamment à l'AFDAS. Et du coup je me demandais si dans ce contexte il y avait des formations autour de l'éco-responsabilité qui pouvaient s'adresser aux bénévoles. Effectivement, on a dans le cadre du conventionnel sport, donc des partenaires sociaux de la branche, il y a une enveloppe qui est dédiée pour les dirigeants bénévoles, mais c'est pour le financement de formation dans le cadre de leur mandat. Donc pour les dirigeants bénévoles élus, donc président, secrétaire et trésorier. On va être plutôt aujourd'hui sur de la comptabilité de structure, enfin d'association. En gros, hein, vraiment je schématise et je raccourcis. Après, tout à l'heure, Stanislas le mentionnait rapidement sur le catalogue de la branche aussi. C'est un autre dispositif qu'on est en train de retravailler, mais on est en train de réfléchir à intégrer en tout cas des formations sur l'éco-responsabilité. On a parlé avant des violences sexistes sexuelles, enfin en tout cas tous ces sujets aujourd'hui sociétaux qui sont très importants, qu'on finance déjà tout ou partie sur d'autres dispositifs, mais effectivement la question des dirigeants bénévoles, on accompagne des projets, pas encore sur ces sujets-là, mais on va y aller tout doucement. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais on est contraint par des financements aujourd'hui où on est sur une branche, en tout cas une politique de formation très volontariste, mais avec des besoins derrière en formation et en financement qui ne suivent pas forcément, et on a un sacré écart entre les besoins et ce qu'on peut financer aujourd'hui. Mais ça peut passer par exemple par des formations autour du projet associatif, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent recouper sur tous ces enjeux. Et c'est le cas, on en a effectivement aujourd'hui sur le catalogue sport de comment mener son projet associatif, etc. Et ça peut rentrer dans le cadre de dirigeants bénévoles, effectivement, dans le cadre du mandat du président, par exemple. Oui, effectivement, oui. Et dans le cadre de l'appui conseil, là je l'ai mal précisé, je pense que je n'ai pas été assez clair, mais du coup c'est bien à destination des bénévoles aussi. Et les 5 clubs qu'on a accompagnés nous sur la première expérimentation, c'était dans le cahier des charges, il fallait que ce soit un binôme, dirigeant, membre du bureau, merci pour l'oreillette, et du coup et un salarié. Voilà, donc c'était bien, et c'était un mix et c'était plutôt cohérent en fait, en plus quand c'était possible. Plus de questions Alors, les applaudissements pour Ophélie, mais aussi pour tous les participants. Et